Et le pire moment, c'est là, avec le bruitage. Mais c'est vraiment immonde, j'ai eu envie de vomir la première fois. Oui, cet animé m'a surpris, m'a même choqué à certains moments pour cette façon propre à Fujimoto d'évoquer tout un tas de tabous dans ses histoires d'une manière très sombre. J'ai été aussi saisi, ébahi et même choqué, parce que je m'y attendais pas du tout, par la qualité visuelle de cette super production made in MAPPA, surtout après SNK. Et oui, mon cher SNK, il y a des traitements de faveur chez MAPPA. Tant pis pour toi. C'est tout simplement le plus bel animé que j'ai pu voir de toute ma vie. Chainsaw Man risque d'être l'une des œuvres de cette décennie et cela mérite un décryptage approfondi de cette saison 1. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reiji. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji, très content de vous retrouver pour une nouvelle histoire, celle de l'homme tronçonneuse. Vous connaissez bien, ça fait beaucoup de bruit, c'était super attendu. Et bien écoutez, je pense que l'attente en a valu la peine. Alors c'est un manga de Tatsuki Fujimoto, c'est peut-être le nouveau Isayama, en tout cas il est très talentueux. Peut-être pas de la même façon, attention, et ça a été produit par MAPPA, donc on connaît bien par SNK, on voit une grosse différence, là ils se sont bien appliqués là-dessus, et ça a été un délice, cette saison 1, vraiment, ça a été pour les yeux magnifique, et même certains épisodes étaient complètement exceptionnels, c'était épique de chez Epic, masterclass sur masterclass, donc écoutez, on va en faire un décryptage aujourd'hui, un bilan, bien sûr, bombarder les likes, ça aide grandement à la visibilité. Ah, cette manipulatrice de Makima, ça se voyait dès le début. Et il aboie en plus. Alors c'est vrai qu'au début, c'est très lent, Chainsaw Man. L'auteur Fujimoto prend le temps de dépeindre cet univers et ses personnages. Donc on suit une société sombre, en lutte avec les démons. La mort y est légion, banale, d'où ce climat lourd, plein de tensions, et il n'y a pas une lumière d'espoir à l'horizon. Et dans ce monde fait de ténèbres, c'est celui qui n'a jamais goûté à la lumière, au bonheur, qui pourrait en apporter un petit peu avec son talent. C'est tout simplement Denji. Tiens, on va parler de l'opening, hein. Il y a plein de références au cinéma, ça vous l'avez vu, hein, on va pas le refaire, mais je vous avoue que j'ai pas été conquis. Il y a ce moment que j'aime beaucoup avec le geste de Haki et les deux qui dansent derrière, mais sinon, à part ça, quoi, je trouve ça au niveau des paroles et au niveau de la bande-son, c'est vraiment pas exceptionnel, j'ai été très déçu. Mais bon, visuellement, c'est très beau. Ah, bien sûr, on va s'attarder sur Power, voilà, une des scènes très connues avec celle-ci. J'aime beaucoup sa voix très aiguë qui correspond pas au personnage. Alors, oui, on sait pas trop à quoi s'attendre au début, moi je vous avoue que j'étais perdu, incapable de comprendre la direction prise par l'auteur, et pourquoi? Pourquoi on est perdu au début? Pourquoi elle est si bizarre cette œuvre? Parce que tout le monde dit que c'est un blockbuster, mais lorsqu'on regarde les premiers épisodes, en tout cas pour ma part, j'ai pas eu tout de suite le déclic, j'étais un petit peu... Qu'est-ce qui est vraiment exceptionnel avec Chainsaw Man? Et en fait, on le comprend que bien plus tard, Chainsaw, en fait, c'est un ovni. C'est unique dans son genre. C'est-à-dire que, comme Chainsaw Man, Fujimoto, l'auteur, découpe les codes du manga et ses anciens travaux à grands coups de tronçonneuse afin de sublimer son style. Il plonge plus loin et très profondément dans le genre seinen tragique, sombre, gore et choquant. Voilà, c'est sa marque de fabrique, c'est pour ça qu'il y a un petit peu ce sentiment de malaise à certains moments, c'est vraiment du jamais vu. L'auteur transmet ses messages dans le non conventionnel. Alors c'est l'une de mes scènes préférées de cette saison. Pourtant, hein, c'est Slice of Life, une scène du quotidien que beaucoup ont dû zapper, mais ce sens du détail, mais c'est tout simplement exceptionnel, regardez-moi ça, ça aussi. Waouh, 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 waouh. Alors, en fait, il y a une fluidité dans les mouvements, dans le découpage des gestes, c'est très présent dans cette saison. Je vous avoue que j'ai même cru qu'ils ont utilisé de la motion capture à certains moments, mais en fait, c'est fait beaucoup à l'ordinateur de ce que j'ai pu voir en coulisses. En tout cas,
Mappa rend hommage au style de l'auteur de tout au long de la saison 1 en sublimant son œuvre et en proposant pas mal de moments dans ce genre-là, slice of life, avec des silences. C'est quelque chose que fait beaucoup Fujimoto dans son manga. Des fois, on va voir tout un tas de cases à la suite où il n'y aura pas une seule parole, pas une seule bulle, et c'est repris ici. Mais la tête qu'il fait à ce moment. Des coussinets, tout simplement, la grosse arnaque. Ah, j'étais mort de rire la première fois que j'ai vu ça. Donc en fait, comme beaucoup de mangaka, vous le savez, Fujimoto joue sur le sexe afin de fidéliser un public, notamment les jeunes adolescents, le temps de placer les clés de son récit. Alors je vous avoue que je suis pas fan de cette technique, mais c'est très utilisé par les mangaka. Et à cet égard, il utilise Makima, Power et Himeno. Denji court après une carotte et ne l'attrape jamais. Vous remarquerez, à chaque fois, il est tourné en bourrique. Et c'est un petit peu la même chose, ce que fait l'auteur avec ses lecteurs. Il leur vend du sexe et ne cesse de les décevoir avec des tournures scénaristiques comme le coussinet. J'ai été choqué là, à ce moment, mais c'est là où j'ai eu le coup de cœur à cet épisode 6. Donc ils veulent sacrifier l'un de leurs amis, hein, c'est un tabou, le rire de Power, c'est traumatisant, l'autre qui veut le découper, mais c'est vraiment glauque. Et c'est là où vraiment j'ai été conquis. J'avais envie de voir la suite, surtout avec le cliffhanger de fin. Donc on en arrive à une conclusion en voyant cette scène, on se dit mais purée, il n'y a que des ordures dans cette œuvre, c'est fou. Et c'est l'une des techniques qui est employée dans Chainsaw Man, c'est-à-dire qu'on va dépeindre les personnages non pas avec leurs qualités, comme on peut le faire souvent dans les mangas, là on fait le contraire, et oui, on a décidé de se focaliser sur leurs défauts. Alors j'aimerais faire une mention spéciale pour les endings qui sont exceptionnels, chacun est différent dans ce qu'on va nous proposer visuellement, artistiquement, dans la bande son, c'est complètement fou et j'aimerais m'attarder quelques instants là-dessus parce que vous imaginez le temps qu'il faut passer là-dessus. Chaque épisode on va faire un ending différent, on n'est pas feignant, donc ça c'est Mappa qui a choisi et du coup il y a un effet très spécial avec ce procédé, c'est que chaque cliffhanger d'épisode, chaque fin d'épisode est puissant parce qu'on va avoir l'ending qui va être là, qui va un petit peu développer ce qu'on a vu dans l'épisode d'une façon artistique, donc c'est profond, on plonge dedans, on rêve, on voyage avec ces images-là, la bande-son exceptionnelle, on a dû aimer, on a dû tiquer, on a plein d'artistes, les meilleurs de la J-pop. Tous les persos qui attendent qu'une chose, bon c'est bon il a terminé, on peut rentrer chez nous, ça y est, on a battu le boss de fin. Encore une fois, c'est inédit et en fait on comprend enfin la qualité de Denji, c'est-à-dire que lorsqu'il devient le Chainsaw Man, ben, il est redoutable, il détruit ses adversaires même assez facilement, et sa qualité, ben, en fait, c'est sa folie, quoi. Et on le dit à un moment, c'est développé, hein, l'un des personnages l'aborde, un bon Devil Hunter, c'est quelqu'un qui a un pet dans le crâne, voilà. Et c'est le cas de certains persos, ces gens-là vont survivre, vont être capables d'affronter l'adversité, et c'est ce que fait Denji, on le voit, hein. Je trouve que c'est hyper classe comme scène, parce que pendant 3 jours, il s'amuse à découper un démon jusqu'à que celui-ci le supplie, lui dit vas-y tiens je te donne mon cœur, on en termine. Donc voilà, encore une fois, on ne sait pas où se poser, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça détruit tous les codes, c'est pas du tout comme ça qu'on fait d'habitude. Normalement, un boss comme celui-là qui les enferme dans l'hôtel, on se dit oh, c'est terrible, comment ils vont s'en sortir? On s'attend à un gros combat, mais en fait non, le combat c'est une ellipse, on revient 3 jours plus tard, c'est terminé. Donc voilà, c'est Fujimoto quoi. Alors on est dans un Tokyo sale, glauque, sombre. Waouh, regardez-moi ça, il fouille dans les entrailles des démons, quoi. Je vous parlais d'animation exceptionnelle, regardez celle-là, dans le train, mais ce travail, quoi. Mais c'est énorme! Et ça aussi, c'était complètement hallucinant, ce passage. On s'y attend pas du tout dans la réalisation. Ça arrive... Avec cette bande-son, écoutez bien. Waouh, ce moment, j'en ai des frissons, mais vraiment, c'est le meilleur épisode pour moi, celui-ci d'épisode 8. C'est vraiment magistral avec cet épisode, on s'y attend pas. Le rythme s'accélère trop vite alors qu'il a été lent par le passé, donc c'est un changement assez perturbant. Depuis le début de l'anime, on nous a habitués à quelque chose, et là, c'est totalement différent pendant plusieurs épisodes.
Ce passage, c'est du génie. L'ennemi qui était juste à côté d'eux, qui est introduit d'une manière assez bizarre à table. Et là, ce passage, j'en raffole. Il est magnifique. Les changements de plan entre l'assaillant et les Devil Hunters, c'est l'un des plus beaux passages. Waouh, c'est exceptionnel. Entre Mappa, qui vient apporter une réalisation très forte, et les idées de Fujimoto, ça fait un combo explosif. Donc j'ai vraiment bien aimé. Vous voyez, on sent la tension dans cet épisode. L'assaillant qui peut arriver de n'importe où. Et là, ils sont d'un coup à table, ils mangent tranquille, ils entendent des coups de feu. Et en fait, l'ennemi est juste là, il mange, il les attaque pas tout de suite. Donc, c'est du génie, encore une fois. Pour moi, c'est très très fort. La bande-son, encore une fois, on entend un bruit lointain, comme un volcan qui s'apprête à entrer en éruption. Et puis, ces gros plans, ces changements soudains pour marquer l'opposition. Bravo, vraiment bravo. Alors, vous remarquerez que Aki, il est souvent bien animé, bien dessiné. Une des astuces qu'utilisait Isayama avec Mikasa d'ailleurs, donc voilà, c'est un petit peu la même chose qu'on revoit, toujours à son avantage. Et j'aimerais vous parler de ce procédé, qui est le suivant en fait, c'est que on va donner des capacités spéciales à chaque perso. Mais on est dans une approche très peu explicite, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous raconter le pourquoi du comment fonctionne telle ou telle technique. Non, on vous laisse observer et vous prenez vos conclusions. Donc ici, on voit Aki dégainer pour la première fois et il dit pas « Attention, je dégaine !» Non, tout se fait en silence, il attaque et puis point barre, il s'en fiche même des conséquences. Donc déjà pour le personnage, ça apporte quand même un certain bagage, je trouve ça assez puissant encore une fois. Écoutez, je vous parlais de bande son prenante, ben voilà, c'est ça. C'est pas super fort, hein. J'aime beaucoup, ça apporte un côté très menaçant, sombre, à toute cette histoire, et on le voit très souvent, ça a été employé et suremployé dans cette saison 1. Alors j'ai envie de revenir sur ce moment très poignant, très fort, le sacrifice d'Himeno, un sacrifice d'amour, mais juste pour être pleuré. Elle a abandonné, elle a perdu, d'une certaine façon, face à Makima. Alors, elle oublie une chose, Himeno. Alors, c'est son dernier geste. Elle se dit, tant qu'à faire, au moins, je veux qu'il me pleure, comme il a pleuré d'autres membres de l'organisation avant. On le voit d'ailleurs à un moment dans cet épisode. Himeno se sacrifie et sauve celui qu'elle aime. Elle sait que Aki ne l'aimera pas, étant déjà épris de Makima. Du coup, elle garde un objectif. Aki la pleurera comme cet ancien camarade, une preuve d'amour en quelque sorte, et gardera profondément son souvenir en lui. Et c'est ce qui arrivera plus tard, on le voit dans un des épisodes, Aki qui va pleurer dans la chambre d'hôpital, mais ce qu'elle oublie en fait, c'est qu'elle va profondément le traumatiser et le plonger encore plus dans ses vices, c'est-à-dire le désir de vengeance. Est-ce qu'il y a une réplique encore moins conventionnelle que celle-là? Vous voulez voir un film d'horreur? Je vous montre ça, regardez bien. Il y a de quoi sursauter, mais vraiment. Ah, c'est quoi ça? Avec son sourire. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons, je vous assure. Mais c'est super bien vu et je trouve que ça colle bien, vous voyez, à ses yeux, notamment la pupille de ses yeux avec tous ces cercles qu'on voit de façon très forte dans le manga. Elle aussi, elle est très folle. Elle est complètement tarée, elle est remplie de sang, on lui a tiré dans la tête, on ne sait pas comment elle s'en est sortie, mais elle est là, revient avec un profond sourire, magnifique. Avec la bande son aussi, encore une fois, que je tiens à souligner, c'est effrayant. Donc elle est toujours en vie, elle massacre les assaillants en quelques instants sans qu'on sache comment. Donc on sait qu'elle est forte, elle est spéciale, il y a un certain suspense qui s'installe autour de cela et elle reste impassible malgré les événements, elle garde toujours son visage froid, elle montre très peu ses émotions, peut-être ce sourire de façade des fois. Donc il y a quelque chose derrière ce perso, son passé. On en vient à s'interroger, mais pourquoi elle en est arrivée à cet état? Qu'est-ce qui lui est arrivé avant? Qu'est-ce qu'elle a vécu comme drame?
Le plan sur ses yeux, ah non, il y aura personne qui va faire quelque chose. C'est le passage le plus choquant de la saison. Et regardez ce cri de la pauvre femme qui se prend vraiment une rivière de sang sur la gueule avec son pauvre cri. Mais moi, c'est un détail qui m'a beaucoup marqué. Ça me fait penser à Gantz, ce manga que vous connaissez certainement, où on va ressentir un certain mépris de l'auteur pour les gens, pour certains personnages qu'il va introduire, pour les passants, pour ces protagonistes qui sont juste dans le décor. C'est un petit peu un sentiment qui est très marqué dans la société et qu'on va développer au travers des personnages. Donc voilà, là on a un mépris pour cette pauvre passante, cette pauvre dame. On fait tout exploser sur elle. Bien sûr, on a le thème des condamnés à mort qui est traité dans cette scène. Donc il y a un petit peu un débat de fond, une question qui est même proposée par l'auteur. Est-ce que lorsque l'intérêt commun le nécessite, est-ce qu'on peut sacrifier des gens qui ont commis de graves choses? Est-ce qu'on peut les condamner à mort pour sauver d'autres personnes? Donc on pourrait penser dans notre société des condamnés à mort, peut-être pas en France, mais dans notre pays où c'est toujours le cas, les envoyer à la guerre, faire des expériences sur eux, je sais pas moi, les envoyer dans des missions impossibles sous la mer ou en montagne pour sauver des gens. Voilà, c'est un petit peu la question qui est balancée par Fujimoto, hein. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, parce que c'est ce qu'a fait Makima. Le même procédé, silence, changement de caméra et un danger qui apparaît au loin, mais c'est magnifique. Une de mes scènes préférées, j'en ai beaucoup des préférées, vous avez remarqué, et qui est le redoutable adversaire, quoi, Kobeni. Alors voilà, c'est un des moments forts, et je vous avoue que j'aime beaucoup Kobeni pour sa seiyuu. D'ailleurs, il faut en parler, les seiyuu sont exceptionnels dans cet animé, mais vraiment, ça rehausse encore plus le niveau au-dessus de ce qui peut se faire au Japon, donc waouh, c'est super fort. Et j'aime bien ce perso. Beaucoup de gens l'ont critiqué, l'ont détesté, mais moi j'aime bien son côté un petit peu pleurnichard et cette facette qu'on découvre en elle, c'est-à-dire qu'elle va mélanger deux choses qui sont complètement opposées. C'est une trouillarde, mais elle est super forte. Donc ok, ça nous permet de raconter encore un personnage assez loufoque et intéressant. Anatatachi. Oh là là. Et là on se dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ma pauvre? Tu vas rien faire, allez dégage. Et elle a compris tout de suite, hein, on voit le serpent. Ah, elle est capable de faire ça, ok. Donc encore une fois, c'est l'une des plus belles scènes de la saison en termes d'animation, en termes de fluidité, mais j'imagine pas le nombre de semaines, voire le nombre de mois qu'il a fallu pour animer ça. C'est hallucinant. Waouh. On va proposer un thème sur quelque chose qui est morbide, le corps humain, le sang, les organes, les hyménos, voilà. C'est fou, 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 fou cet ending. C'est complètement ahurissant et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça rajoute du poids dès qu'on a terminé cet épisode et qu'on se pose là, waouh, c'est fini, quel cliffhanger, et qu'on a ça qui se balance sous nos yeux et on est un petit peu aspiré par ce truc, on en vient rêver, méditer sur ce qu'on a pu voir lors des précédentes minutes, mais ça décuple l'effet parce qu'à chaque épisode, tu connais pas ce qui va arriver à la fin. Tu connais pas cette séquence-là, tu la découvres, tu savoures. Ah merci Denji, merci beaucoup, hein. C'est très gentil, bravo pour cette grande générosité. Ça se demandait si cette visite a eu l'effet escompté, est-ce que ça a apporté quelque chose de positif à Aki. En fait, la visite à l'hôpital, elle est faite de moqueries. Il n'y a aucune empathie de la part de Power. Bon, c'est une démon, mais Denji, c'est assez étonnant, mais en fait, c'est un petit peu une critique de la société. S'il en est comme ça, ben c'est en fait parce qu'il n'a jamais reçu de douceur, jamais de bonté, donc il ne connaît pas ces choses-là, et il ne peut pas l'offrir aux autres. Psychologiquement parlant, voilà l'explication de son comportement. Et il y a une réflexion très intéressante qui intervient un petit peu plus tard, Denji qui s'interroge sur son cœur. Donc vous le savez, il a un cœur mi-démon, mi-humain, donc il y a tout un développement là-dessus, mais aussi de la psychologie. Il pose une question qui a double sens. Et si j'avais perdu mon cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a perdu son cœur en ingérant Pochita? Ou est-ce qu'il a perdu son cœur à cause de la société et qu'en fait il n'a plus aucune sensibilité? Voilà, on peut le prendre dans les deux sens, on peut prendre cette
cette question, cette réflexion de différentes façons. Ah, le sosie de Sig. Écoutez bien la voix de ce personnage, Kenjiro Tsuda. 100点だ。お前たちみたいのはめったにいない。 Il est exceptionnel. Vraiment, ce doubleur, on risque de le voir de plus en plus. Hein. Il est très présent. Il fait souvent des yakuza, des mafieux, des gros durs, des gros bras. Et on va le voir de plus en plus, j'en suis persuadé, parce qu'il a une voix unique en son genre. Alors, ici, ce perso vient tester la folie de Denji et Power. Donc c'est un côté peu banal qui est développé, il crée des tarés en puissance, et c'est justement de bons Devil Hunters qui vont être capables d'affronter les démons, qui vont pas être terrifiés, qui vont rester un petit peu stables dans leur psychologie, même si c'est une psychologie à l'envers. Donc il en vient à briser la nuque de ces deux persos, c'est assez sadique, il apprécie tuer les démons, donc il s'en donne à cœur joie avec ces deux-là qui le sont entre autres. Donc vraiment ça tourne au sadisme cet entraînement, c'est bien différent de ce qu'on peut voir dans Dragon Ball par exemple, le Tortue Génial et Goku, là ça n'a rien à voir. Le thème morbide qui va être développé d'ailleurs hein, dans un cimetière, c'est là où ils vont s'entraîner. Ouais. J'aime trop sa petite voix, et avec ses petites grimaces qu'elle fait, elle est trop mignonne. Oh là là, c'est pas bon. Alors je vous avoue que moi, je pensais que Aki allait affronter le Swordman pour se venger, mais finalement, dans le fond, c'est elle qui a tué Himeno avec le serpent. Donc, encore une fois, c'est sadique, hein. On pousse Aki à affronter le démon, la capacité que possédait Himeno. Donc vraiment la cruauté propre. C'est... Il n'y a pas pire. Le fait de vraiment pousser ces personnages dans les pires retranchements, les faire souffrir. On dirait qu'il apprécie ça, hein, le Fujimoto. Alors je sais pas pour vous, mais je trouve ça ridicule quand même. Les capacités de certains personnages, mais c'est volontaire, hein, c'est volontaire de la part de l'auteur. Donc voilà, il y en a un qui va avoir des tronçonneuses sur la tête, sur les bras, l'autre qui va avoir des épées, et on s'affronte. Donc c'est pas ce qui est le plus classe qu'on a pu voir chez des personnages, mais encore une fois, c'est une marque visuelle pour attirer notre regard, nous surprendre. Et dans le fond, lorsqu'on y réfléchit vraiment, et moi ça m'a marqué à ce moment de l'animé, c'est ridicule quand même, c'est complètement loufoque, c'est ridicule. Et en fait, le choix de la tronçonneuse, il n'est pas anodin. C'est pour caractériser le caractère de Denji, qui va être très bruyant, il parle beaucoup, il est violent, il n'a aucune subtilité, aucune sensibilité, il est unique dans son genre, et c'est un petit peu ce qu'on peut retenir lorsqu'on allume une tronçonneuse. Regardez-moi ça, c'est un très beau passage. Hein. La CGI d'ailleurs avec le train, bien foutu, très très bien foutu, ils sont très capables, hein, ce studio avec ce domaine-là. Alors, le fameux dialogue entre les ennemis jurés avant le combat ultime. Donc Fujimoto, il fait quelques parodies, là. Il en fait pas mal dans son œuvre, mais là, il parodie ce procédé qui est très employé habituellement. Les deux adversaires à la fin, avant que l'un des deux ne succombe, ben, on a un dialogue de vie, un truc assez profond, assez recherché. Mais le problème, c'est que Denji, il n'est pas assez intelligent ou pas assez intéressé. Du coup, on a un dialogue qui n'est pas du tout ce qui était recherché et pas du tout ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, on lui demande « Pourquoi tu te bats ?» Denji qui répond « Pour garder ma vie actuelle. » La vie est si belle quand on bosse à la sécu. Il répond « J'habite avec un mec chiant et une meuf égoïste. » Donc cela ne mène à nulle part, ce dialogue. Bravo, on a avancé, mais pas du tout, hein, pas d'un iota, on a même reculé. Swordman est aussi d'ailleurs une parodie des samouraïs, vous l'avez remarqué, hein. Il a cette capacité spéciale, il va foncer vers l'adversaire, il va avancer quelques mètres et il va rester paralysé. On attend l'effet derrière lui, c'est-à-dire est-ce que l'adversaire va tomber ou pas. Voilà, c'est une parodie des samouraïs aussi, et Denji qui en vient à gagner, qui avait caché une lame au niveau de sa jambe, ou je sais pas, est-ce qu'il y avait une lame dans sa jambe?
Alors ça, c'est un petit peu particulier comme séquence, c'est pas trop développé, donc c'est à l'interprétation. Mais en tout cas, le combat s'est terminé. Je vous avoue que j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Bon, c'est beau, mais on en vient très vite au bout, hein, voilà, Denjin a été en difficulté, mais finalement, après avoir perdu ses bras, il finit par gagner, voilà. Et le thème de la torture et de la vengeance, voilà, Easy Revenge, donc est-ce qu'on le torture ou pas? La réponse est là, avec la cigarette, donc c'est abordé de manière assez comique, de manière assez triste aussi, parce que voilà, Aki s'interroge, est-ce que ça aurait fait plaisir à Himeno ou pas? Ben en fait oui, en lisant ce texte sur la cigarette, il en vient à cette dérive, et encore une fois, c'est quelque chose d'assez tabou d'aborder cela, surtout dans les mangas. Donc voilà, on a un prisonnier, qu'est-ce qu'on en fait? On le remet gentiment à la police ou pas, malgré le fait qu'il ait causé beaucoup de souffrance. On voit très souvent ça hein, dans des histoires, des mangas, des animés, des antagonistes qui ont fait beaucoup de tort, et c'est très stéréotypé, hein, comme dans les comics américains, c'est-à-dire qu'on va le remettre gentiment à la police, le héros qui va pas se venger, qui va pas avoir le besoin même de se venger, tout ça c'est très tabou, et là c'est abordé de façon un petit peu humoristique par l'auteur. Encore une fois, il recule devant rien. Le secret, le cliffhanger de fin. Oh là là, qu'est-ce que ça cache tout ça dans la saison 2. Eh ben, c'est bien vu. Voilà, pour la toute fin, on vient semer une sorte de doute, une graine dans notre esprit. Nous dire qu'en fait, Denji, ok, il est mi-humain, mi-démon, il a gardé un petit peu sa part d'humanité, mais il y a un danger qui sommeille au fond de lui. Et c'est un petit peu ce qui est évoqué avec ce rêve, avec Pochita qui lui dit inconsciemment, il y a quelque chose de dangereux au fond de toi, et il y a une limite qu'il ne faudra pas dépasser, et on peut que s'interroger, qu'est-ce que c'est? Voilà, et on n'aura pas la réponse tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à apporter votre soutien, il n'y a pas de publicité sur nos vidéos, donc ça aide grandement, avec le bouton rejoindre ou sur Tipeee, et écoutez, voilà, si ça vous plaît, je pourrais vous proposer dorénavant assez régulièrement ce genre de format, c'est-à-dire pas des reviews à chaque épisode, mais plutôt un concept où je vais arriver avec un gros bilan, des scènes qui m'ont marqué, mes analyses, etc. Et on en parle ensemble. Donc n'hésitez pas, faites-moi savoir dans les commentaires, et je vous dis à très vite sur notre chaîne pour d'autres contenus. Merci tout le monde.